Tu coûtes trop cher. Il l'a dit sans hausser la voix, presque calmement, comme on énonce un fait comptable. La phrase est restée suspendue entre nous, lourde, définitive. J'ai d'abord cru mal entendre. Non pas parce que les mots étaient flous, mais parce qu'ils venaient de lui. De mon fils. Celui pour qui j'avais toujours compté, sans jamais compter. Nous étions assis dans la cuisine. La table était propre, la cafetière encore tiède. Rien, absolument rien, ne laissait présager ce basculement. Il regardait son téléphone, pas moi. C'est peut-être cela qui a fait le plus mal. Ah, cette absence de regard, au moment précis où il me retirait ma place. Il a continué. Il parlait de factures, de dépenses, de ce que la vie coûte aujourd'hui. Il disait « on », jamais « je », comme si cette phrase n'était pas la sienne, mais celle d'un système, d'une logique implacable à laquelle il se contentait d'obéir. Je me suis entendu respirer plus lentement. Mais je savais que si je parlais trop vite, ma voix tremblerait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la nappe, les miettes de la veille, ce détail insignifiant qui m'a retenu du gouffre. Toute une vie m'est revenue en une seconde. Les repas partagés, les comptes serrés, les années où je calculais chaque dépense pour que lui ne manque de rien. Ah, quand il a ajouté que le compte commun devenait compliqué, j'ai compris. Le mot était choisi. Compliqué. Comme si ma présence même était devenue une anomalie financière. Comme si ce lien, que j'avais toujours vu comme une sécurité mutuelle, n'était plus qu'un poste à réduire. Je me suis sentie soudainement très vieille. Pas dans mon corps. Dans le regard qu'il posait sur moi. Ce regard qui ne voyait plus une mère, mais une charge. Une ligne dans un tableau, une dépense récurrente. J'ai pensé répondre, lui rappeler ce que j'avais donné, les sacrifices, les renoncements, les années où je n'avais rien pour moi. Mais je me suis arrêtée. Parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel. On ne plaide pas sa valeur auprès de celui qui a déjà décidé qu'elle était trop élevée. Il n'y avait pas de colère en moi. Pas encore. Il y avait une sidération froide. Une lucidité brutale. Ce n'était pas une phrase lancée sous l'effet de la fatigue. C'était une conclusion à laquelle il était arrivé depuis longtemps. Je lui ai demandé s'il parlait sérieusement. Il a levé les yeux. Enfin. Il a hoché la tête. Mais, comme on le fait devant une évidence, ce geste m'a traversé plus sûrement qu'un cri. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose venait de se rompre. Pas le lien du sang. Le lien de considération. Et quand la considération disparaît, l'amour seul ne suffit plus à protéger. Mais je me suis levée lentement. J'ai rangé ma tasse dans l'évier. Ce geste banal m'a ancré. J'ai dit que j'avais compris, rien de plus. Pas de reproche, pas de menace. Il a paru soulagé, comme si cette acceptation silencieuse confirmait qu'il avait eu raison. Il ne savait pas encore que ce silence n'était pas une capitulation. Il ne savait pas que je venais de prendre une décision. Ce compte commun, ouvert autrefois pour simplifier, était devenu une chaîne invisible. Tant que je restais dans ce cadre, je validais son raisonnement. Je devenais ce qu'il venait de nommer. Ce soir, seul dans ma chambre, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit la phrase exacte. Mot pour mot. Je n'ai rien enjolivé. J'ai noté l'heure. Le lieu. Le ton. Pas par rancune. Par clarté. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas vu une femme inutile. J'ai vu quelqu'un qui avait trop longtemps accepté de payer pour être aimé. Et cette prise de conscience a été comme une gifle silencieuse. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas me justifier. Je savais désormais que la suite ne se jouerait pas dans les mots, mais dans les actes. Des actes simples. Légaux. Irréversibles. Il avait dit que je coûtais trop cher. Il allait découvrir ce que coûte, réellement, le mépris. Avant qu'il ne me réduise à une dépense, j'avais été une colonne. Pas visible, pas décorative, mais essentielle. Ma vie s'était construite autour de cette idée simple. Tenir, prévoir, transmettre. Je n'avais jamais compté en espérant un retour. J'avais compté pour que les autres n'aient pas à le faire. Je me souviens de mes débuts de mère comme d'un long apprentissage de la retenue. Retenue dans les envies, dans les achats, dans les projets personnels. Chaque euro avait une destination claire. Nourrir, habiller, protéger. J'avais appris très tôt que l'amour ne se prouve pas par des discours, mais par une constance silencieuse.
Le compte commun était né de cette logique. À l'époque, il symbolisait la confiance, la solidarité, l'idée que quoi qu'il arrive, personne ne serait jamais seul face à un imprévu. J'y versais régulièrement ce que je pouvais, pas pour contrôler, mais pour sécuriser. Mais je savais ce que signifiait manquer. J'avais travaillé longtemps, parfois dans l'ombre, parfois sans reconnaissance particulière. Je ne me plaignais pas. J'aimais cette autonomie discrète. Mais elle me permettait d'aider sans demander, de soutenir sans m'imposer. C'était ma façon d'exister dans la famille. Utile, fiable, présente. Quand mon mari est parti, j'ai continué. J'ai tenu les comptes. J'ai anticipé les échéances. J'ai fait en sorte que rien ne s'effondre. Je n'ai jamais demandé à être remercié. Je pensais naïvement que cette stabilité parlait pour moi. Mon fils avait grandi en voyant cela. Il m'avait vu faire des choix difficiles sans jamais me lamenter. Il m'avait vu renoncer à certaines choses pour lui, offrir plus large. À aucun moment, je n'avais imaginé que ces gestes pourraient, un jour, être oubliés, ou pire, retourner contre moi. Au fil des années, la relation s'était transformée, lentement, insidieusement. Il ne me demandait plus conseil, il me tenait informé. La nuance est importante. Là, j'étais passée du rôle d'actrice à celui de témoin. Je l'avais accepté, pensant que c'était l'ordre naturel des choses. Le compte commun, lui, était resté, comme une habitude, comme une preuve que le lien existait encore. Je n'avais jamais vérifié chaque mouvement. Je faisais confiance. La confiance, pour moi, n'avait jamais été un calcul. Je repense aujourd'hui à ces moments où j'aurais pu poser des questions, où j'aurais pu demander des explications. Je ne l'ai pas fait, pas par faiblesse, par loyauté. Je croyais encore que la famille était un espace protégé, à l'abri des rapports de force. Je comprends maintenant que cette loyauté a été mal interprétée. Elle a été prise pour de la docilité, pour une acceptation tacite de décisions prises ailleurs. Peu à peu, ma contribution est devenue invisible. Seul restait ce qu'elle coûtait. Avant cette phrase brutale, il y avait donc une longue histoire de dons silencieux. Une vie où j'avais appris à me mettre en second plan, sans me sentir diminuée. Une vie où j'avais cru que le respect suivrait naturellement l'engagement. Je n'étais pas naïve. J'étais confiante. Et cette confiance, je l'avais placée au mauvais endroit. Quand je repense à cette vie d'avant, je ne la regrette pas. Elle m'a construite. Elle m'a donné une solidité que personne ne pourra me retirer. Mais elle m'a aussi appris, trop tard peut-être, qu'un lien qui n'est jamais interrogé finit par se déséquilibrer. Ce passé n'était pas une erreur. Et il était une base. Et c'est précisément parce que j'avais tant donné sans compter que la phrase de mon fils avait été si violente. Elle ne niait pas seulement le présent. Elle effaçait toute une trajectoire. Alors, ce jour-là, je n'ai pas seulement entendu que je coûtais trop cher. J'ai compris que je n'étais plus vue comme une personne, mais comme un poste à ajuster. Et cette compréhension allait transformer à jamais la manière dont je gérais le reste de ma vie. Les humiliations n'ont pas commencé avec cette phrase brutale. Elles étaient là bien avant, mais je n'avais pas su les reconnaître. Elles se présentaient sous des formes si ordinaires qu'on pouvait les confondre avec des maladresses. C'est souvent ainsi que le mépris s'installe, sans fracas, presque poliment. Ah, au début, il y avait les remarques sur l'argent, dites comme des plaisanteries. Tu fais encore attention à tout, me disait Aïl en souriant, comme si la prudence était devenue une manie dépassée. Je répondais par un rire. Bref, je pensais que ce ton léger protégeait encore notre lien. Puis les décisions ont commencé à se prendre ailleurs. On ne me demandait plus mon avis pour les dépenses importantes liées à la maison. On m'informait après coup. On a vu ça ensemble, disait Aïl, en parlant de lui et de sa compagne. Le mot ensemble ne m'incluait plus. Je remarquais aussi ses regards échangés quand je posais une question. Des regards rapides, entendus, comme si ma présence compliquait une discussion déjà réglée. Je me taisais alors, pour ne pas alourdir l'atmosphère. Ce silence, je le croyais respectueux. Il était surtout interprété comme un acquiescement. Le compte commun devenait un sujet sensible. Il soupirait quand je demandais pourquoi certaines dépenses apparaissaient sans explication. Il disait que je m'inquiétais trop. Que ce n'était rien. Rien. Ce mot qui annule toute inquiétude sans jamais y répondre. Peu à peu, il a commencé à parler de budget devant moi,
sans m'y inclure. Comme si j'étais un élément extérieur à cette équation. On me disait que ce serait plus simple si je ne m'en mêlais pas. Plus fluide, plus moderne. J'entendais surtout que ma vigilance dérangeait. Moi, il y avait aussi ces moments où l'on me faisait sentir que je prenais trop de place. Trop longtemps à table. Trop de remarques. Trop de souvenirs. On me rappelait gentiment que les temps avaient changé. Que tout allait plus vite. Que je devais m'adapter. Je me souviens d'un dîner où l'on a plaisanté sur le coup des parents âgés. Tout le monde a ri. J'ai souri aussi. Un sourire mécanique. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se fissurer. Ce n'était pas une blague. C'était une manière de penser. Je commençais à me surveiller, à calculer mes mots, à limiter mes demandes. Non par confusion, mais par anticipation. Je savais que chaque question sur l'argent serait perçue comme une intrusion. Cette autocensure, ma surprise. Je ne me reconnaissais plus. Le plus insidieux, c'était la façon dont ces petites humiliations se présentaient comme raisonnables. On ne me disait pas que je n'avais plus mon mot à dire. On me faisait sentir que ce serait plus simple si je me taisais. Et la simplicité, dans une famille, est souvent un argument imparable. Je continuais pourtant à assumer ma part, à contribuer, à être présente. Mais ma contribution n'était plus vue comme un soutien. Elle devenait un poids silencieux, quelque chose que l'on tolère en attendant de pouvoir s'en débarrasser. Avec le recul, je comprends que ces signes n'étaient pas anodins. Ils préparaient le terrain. Ils rendaient acceptable l'idée que l'on puisse, un jour, me dire que je coûtais trop cher. Comme si cette phrase n'était que la conclusion logique d'un long raisonnement. Je n'étais pas encore prête à réagir. Je m'accrochais à l'idée que ce n'était qu'une période difficile, que les tensions financières expliquaient tout. Je voulais préserver ce qu'il restait de lien, quitte à me faire plus petite. Mais à force de se faire petite, on disparaît. Ces humiliations n'ont pas détruit ma dignité sur le moment. Elles l'ont érodée, lentement. Et c'est précisément cette lenteur qui les rendait dangereuses. Parce qu'on finit par croire que le problème vient de soi. Je n'avais pas perdu ma capacité de comprendre. On m'avait simplement appris à douter de mon droit à questionner. Et ce doute allait bientôt servir de justification à un acte bien plus brutal. La goutte d'eau n'a pas été une scène. Elle n'a pas été une dispute. Elle a pris la forme d'un relevé bancaire, banal en apparence, que j'ai consulté un matin sans intention particulière. Un geste machinal, presque routinier. Et pourtant, à partir de cet instant, plus rien ne serait jamais pareil. Il y avait un virement que je ne reconnaissais pas. Une somme importante, prélevée du compte commun. Sans message, sans explication. J'ai relu la ligne plusieurs fois, certaine d'avoir mal vu. Mais non, le chiffre était exact, la date aussi. Ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Je me suis sentie envahie par une sensation étrange, un mélange de stupeur et de lucidité brutale. Pas de panique. Pas encore. Juste cette certitude immédiate. On ne m'avait rien dit. On n'avait pas jugé utile de m'informer. On avait agi. J'ai appelé mon fils. Sa réponse a été rapide, presque agacée. Il m'a dit que c'était normal, qu'il avait fallu avancer de l'argent, que je ne devais pas m'inquiéter. Le ton était celui que l'on prend avec quelqu'un qui complique inutilement les choses. Comme si ma question était déplacée. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé avant. Il a soupiré. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, que je n'avais pas besoin de tout savoir. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Pas besoin de tout savoir. Sur mon propre argent. C'est là que j'ai compris. Ce compte, que je croyais commun, ne l'était plus que de nom. Dans les faits, il était devenu un outil dont on se servait sans me consulter. Ma contribution n'était plus un soutien. Elle était une ressource disponible. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai pas protesté. J'ai raccroché calmement, mais à l'intérieur, quelque chose venait de se fissurer définitivement. Ce n'était plus une question de respect abstrait. C'était une atteinte concrète à mon autonomie. J'ai revu toutes les petites humiliations des mois précédents à la lumière de ce geste. Les soupirs, les silences, les décisions prises ailleurs. Tout s'assemblait. Cette injustice n'était pas un accident. Elle était l'aboutissement logique d'un processus déjà bien avancé. Je me suis assise. J'ai pris un carnet,
J'ai noté le montant exact, la date, l'heure de l'appel, les mots utilisés, pas par obsession, par clarté. Je savais désormais que chaque détail comptait. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas la somme. C'était l'évidence avec laquelle il avait agi. Comme si mon accord allait de soi. Comme si mon silence des mois précédents valait autorisation permanente. À cet instant précis, j'ai cessé d'espérer un malentendu. J'ai cessé de me dire que la discussion suffirait. J'ai compris que, dans son esprit, la frontière était déjà franchie. Il ne s'agissait plus de famille. Il s'agissait de gestion. Je me suis regardée dans le miroir. Je n'ai pas vu une femme confuse ou dépassée. J'ai vu quelqu'un à qui l'on venait de retirer un droit fondamental. Celui de décider de ce qui lui appartient. Ah, et cette vision m'a mise en colère. Une colère froide, précise, maîtrisée. Je savais que si je laissais passer cela, tout le reste suivrait. D'autres prélèvements, d'autres décisions, d'autres phrases dites calmement, comme des évidences. Et un jour, peut-être, je me retrouverai sans ressources, sans voix, sans cadre, pour protester. Yo! Ce jour-là, j'ai pris une décision intérieure, irrévocable. Je ne dirai rien de plus. Je ne demanderai plus d'explications. Je ne chercherai plus à convaincre. La discussion était terminée. Je n'étais plus dans l'émotion. J'étais dans la compréhension. Ce compte commun, que j'avais vu comme un symbole de lien, était devenu l'instrument de mon effacement, et tant que je restais dedans, je validais ce mécanisme. Ils avaient franchi une limite sans bruit. Moi, je venais de comprendre que la seule réponse possible ne serait ni affective, ni verbale, mais elle serait concrète, légale et définitive. À partir de cet instant, je savais que je ne serais plus jamais seulement celle qui paie pour préserver la paix. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que j'étais agitée, mais parce que quelque chose en moi veillait. Une lucidité nouvelle, presque inconfortable, refusait de se rendormir. Je restais allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, en laissant les pensées venir sans les repousser. Je revoyais le relevé bancaire, la ligne, le chiffre, puis la voix de mon fils, calme, détachée, sûre d'elle. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Cette phrase tournait en boucle. Elle avait franchi un seuil. Elle m'avait déplacé d'un statut de personne à celui d'élément secondaire. Je me suis demandé quand j'avais cessé d'être consultée. Quand j'avais accepté que l'on parle pour moi. Moi, la réponse m'a fait mal, parce qu'elle était simple. J'avais laissé faire, par amour. Par fatigue aussi. J'avais cru qu'en étant compréhensive, j'étais respectée. Je confondais patience et renoncement. Ah! J'ai pensé à toutes les fois où j'avais minimisé ce qui me dérangeait. À toutes ces phrases que je n'avais pas prononcées pour ne pas créer de tension. À cette retenue constante qui, peu à peu, m'avait rendue transparente. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était une disparition progressive. Je me suis levée avant l'aube. Non, j'ai fait du thé. Le geste m'a apaisée. J'ai ouvert les dossiers que je conservais depuis des années. Les contrats, les relevés, les actes. Tout était là, ordonné. Ma vie n'était pas un chaos. Ma situation était claire. Ce qui ne l'était plus, c'était le regard posé sur moi. Je me suis demandé si j'avais réellement vieilli, ou si l'on avait simplement décidé que je devais l'être. Vieillir n'est pas devenir incapable. Vieillir, c'est souvent devenir plus lucide. Mais cette lucidité dérange quand elle ne sert plus les intérêts des autres. J'ai pris mon carnet, celui où j'écrivais rarement, seulement quand quelque chose devait être clarifié. J'ai noté les faits, sans adjectif. Les dates, les montants, les phrases exactes. Écrire me donnait une sensation étrange de reprise de contrôle. Les choses, une fois posées noir sur blanc, perdaient leur pouvoir diffus. Puis, je me suis posé la seule question qui comptait vraiment. Qu'est à ce que je voulais? Moi. Pas ce qui arrangerait. Pas ce qui calmerait. Ce que je voulais. La réponse a été immédiate. Je voulais récupérer ma place. Pas dans sa vie, dans la mienne. Je ne voulais plus être tolérée. Je voulais être reconnue. Et si cette reconnaissance ne pouvait pas venir du lien affectif, alors elle viendrait d'ailleurs. D'un cadre où ma parole ne serait pas relativisée. D'un espace où les règles sont claires et identiques pour tous.
Cette prise de conscience n'a pas été accompagnée de colère explosive. Elle a été calme, presque froide. Je comprenais désormais que discuter davantage ne ferait qu'alimenter un système où je partais perdante. Il fallait changer de terrain. Je me suis rappelé une phrase que j'avais entendue autrefois. Tant que vous restez dans l'émotion, vous êtes vulnérable. Dès que vous passez au cadre, vous redevenez légitime. Cette phrase prenait enfin tout son sens. Je n'étais pas en train de trahir mon fils. J'étais en train de me respecter. Cette distinction m'a libérée d'un poids immense. On m'avait appris à croire que me protéger, c'était attaquer. Ce n'était pas vrai. Me protéger, c'était survivre, intact. À la fin de la matinée, j'avais pris ma décision intérieure. Je n'en ai parlé à personne. Les décisions importantes ne demandent pas toujours un public. Elles demandent de la cohérence. Je savais que la suite ne serait pas spectaculaire. Elle serait méthodique, silencieuse, irréversible. Et surtout, elle ne passerait plus par des explications. Ce compte commun, je n'allais pas le discuter. Je n'allais pas le négocier. Je n'allais pas le justifier. Je venais de comprendre que, parfois, le silence n'est pas une absence de réponse. C'est le moment précis où l'on prépare la seule réponse qui compte. Et cette réponse ne serait pas une phrase. Ce serait un acte. Je n'ai rien dit. Pas un mot. Le silence, cette fois, n'était plus une retenue affective. C'était une méthode. J'avais compris que toute annonce prématurée aurait été interprétée comme une faiblesse, ou pire, comme une menace à neutraliser. Alors, j'ai avancé seul, pas à pas, avec une précision nouvelle. La première chose que j'ai faite a été de reprendre la maîtrise de mes informations. J'ai rassemblé tous les documents liés au compte commun, les relevés, les conventions, les signatures. J'ai relu chaque ligne, chaque clause. Ce travail patient m'a rappelé quelque chose d'essentiel. Ce qui est flou profite toujours à celui qui agit dans l'ombre. Ah, j'ai pris rendez-vous à la banque, sans prévenir. J'ai demandé à voir un conseiller, pas pour me plaindre, mais pour comprendre. J'ai posé des questions simples, factuelles. Quelles étaient mes prérogatives exactes? Quels actes nécessitaient mon accord? Quel délai s'appliquait en cas de modification? On m'a répondu clairement, et cette clarté m'a rassuré. J'ai ouvert un compte à mon nom seul. Ce geste, en apparence anodin, a été décisif. Il ne s'agissait pas de couper un lien, mais d'en créer un nouveau, avec moi-même. Un espace où aucune décision ne pouvait être prise sans ma volonté explicite. En signant, je n'ai ressenti ni peur ni culpabilité. Seulement une cohérence retrouvée. Ensuite, j'ai vérifié l'ensemble de mes revenus. Les virements. Les prélèvements. J'ai mis fin à ceux qui n'avaient plus de raison d'être. J'ai organisé mes dépenses autrement, avec une sobriété assumée. Alors, chaque euro retrouvait sa destination légitime. Je n'avais jamais été dépensière. Je devenais désormais intransigeante sur le respect. Je continuais, en parallèle, à jouer mon rôle habituel. Les repas. Les échanges courtois. Rien n'indiquait que quelque chose changeait. Cette normalité apparente était nécessaire. Elle me protégeait. Elle me laissait le temps de finaliser ce qui devait l'être. J'ai aussi pris conseil auprès d'un professionnel du droit. Pas pour attaquer, pour sécuriser. Je voulais être certaine que mes démarches étaient irréprochables. Que personne ne pourrait prétendre à une manipulation ou à une réaction impulsive. Mais on m'a confirmé que ce que je faisais était légitime, prudent, parfaitement légal. Chaque confirmation renforçait ma détermination. Je n'étais pas dans l'excès. Je rétablissais un équilibre rompu. Cette distinction était fondamentale pour moi. Elle me permettait d'avancer sans me trahir. J'ai consigné chaque étape dans mon carnet. Les dates, les décisions, les signatures. Pas par obsession, mais par respect de moi-même. Une trace écrite empêche les récits ultérieurs de se tordre au gré des intérêts. Ce qui m'a le plus frappé durant cette phase, c'est le calme qui m'habitait. Je n'étais plus dans la douleur brute, j'étais dans l'organisation. L'action méthodique apaise ce que l'émotion rend confus. Chaque démarche était une pierre posée sur un terrain redevenu stable. Je n'attendais pas de reconnaissance. Je n'espérais pas d'excuses. J'avais cessé d'espérer quoi que ce soit venant de lui. Et cette absence d'attente m'a libérée d'une manière inattendue. Je n'avais plus rien à négocier. Je savais que le moment viendrait où les conséquences seraient visibles.
où le compte commun ne serait plus qu'un souvenir administratif, où le mot coup perdrait son sens. Mais je ne cherchais pas les faits. Je cherchais la justesse. La préparation n'était pas une vengeance. C'était une reconquête. Reconquête de ma place, de mon autonomie, de mon droit à décider sans justification. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais pas accusé. Je n'avais pas expliqué. J'avais simplement remis chaque chose à sa place. Et dans cette discrétion assumée, je sentais que la suite approchait. Non comme une explosion, mais comme une évidence qui s'impose, une fois que tout est prêt. Le silence, désormais, travaillait pour moi. La confrontation n'a pas été provoquée par moi. Elle s'est imposée d'elle-même, comme toujours, lorsque l'on ferme une porte sans bruit. Ce sont les habitudes rompues qui alertent plus sûrement que les cris. Il a remarqué le premier changement un matin banal. Le virement habituel n'était pas passé. Pas d'alerte, pas de message, juste une absence. Il m'a appelé aussitôt, avec ce ton faussement léger, qui trahit l'âme, inquiétude. Il a demandé s'il y avait un problème technique. J'ai répondu que non. Il a insisté. Il parlait vite. Il disait que certaines charges devaient être couvertes. Ouais. Que ce n'était pas le moment de compliquer les choses. J'écoutais sans l'interrompre. Je reconnaissais chaque argument. Je les avais entendus tant de fois. Ils n'avaient plus le même poids. Quand il a compris que je ne céderais pas, sa voix a changé. Elle s'est faite plus sèche. Il a parlé de responsabilité, de solidarité, de ce que je lui devais. Ce mot, devoir, a résonné étrangement, comme si tout ce que j'avais donné devenait soudain une dette à honorer encore. Je lui ai proposé de se voir, pas chez lui, pas chez moi, dans un lieu neutre. Il a accepté, persuadé sans doute que cette discussion me ferait revenir en arrière. Il pensait encore être dans une négociation affectueuse. Je suis arrivée à l'heure. J'avais avec moi un dossier fin, discret, rien de spectaculaire. Lui semblait tendu. Il a commencé à parler immédiatement. Il expliquait que ma décision était incompréhensible, que je mettais tout en danger, qu'il ne s'attendait pas à ça de ma part. Je l'ai laissé finir, puis j'ai posé le dossier sur la table. J'ai ouvert calmement. J'ai parlé lentement, sans accusation. J'ai expliqué que le compte commun était désormais clôturé, que mes finances étaient séparées, que toute dépense future devrait être assumée par ceux qui les décidaient. Il m'a regardé comme si je venais de changer de langue. Il a dit que ce n'était pas normal, que je ne pouvais pas faire ça sans en parler. Je lui ai répondu que j'en avais parlé, à ma façon, pendant des mois. Qu'il n'avait simplement pas écouté. La colère est venue ensuite. Franche, brute. Il a parlé d'ingratitude, de trahison. Il a rappelé tout ce qu'il avait fait pour moi récemment. J'ai attendu qu'il se taise. Puis, j'ai dit une phrase, une seule, que la loi me permettait de disposer librement de mon argent, et que je m'y tenais. Cette phrase a tout changé. Elle déplaçait la discussion. Elle sortait du registre émotionnel pour entrer dans un cadre clair, indiscutable. Il a compris que ce n'était pas un caprice, que ce n'était pas une réaction, que ce n'était pas négociable. Il a tenté une dernière fois. Il a dit que je détruisais le lien. Je lui ai répondu que le lien avait été abîmé bien avant. Le jour où l'on m'avait expliqué que je coûtais trop cher. Ce jour-là, il a baissé les yeux. Il n'y a pas eu de réconciliation. Pas de cri non plus. La conversation s'est arrêtée d'elle-même. Comme une pièce dont on a retiré l'électricité. Nous sommes partis chacun de notre côté. En rentrant, je n'ai ressenti ni victoire, ni tristesse excessive. Seulement une stabilité nouvelle. J'avais tenu ma position sans me perdre. J'avais dit non, sans violence. J'avais posé une limite que personne ne pouvait contourner. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. On croit souvent que la confrontation est un affrontement. Elle peut aussi être une clarification. Une mise au point définitive, sans retour possible. Il avait cru que mon silence était une faiblesse. Il avait cru que l'habitude suffisait à maintenir son pouvoir. Il venait de découvrir que le silence peut aussi être une préparation. Le piège s'était refermé sans bruit. Et pour la première fois, ce n'était pas moi qui me retrouvais sans issue. Après cette rencontre, rien n'a explosé d'un seul coup. La famille ne s'est pas brisée dans un fracas, mais dans une série de silences qui se sont mis à durer.
Les appels se sont espacés. Les messages sont devenus prudents, trop polis, comme si chaque mot risquait désormais de révéler une position. Mon fils ne m'a pas rappelé tout de suite. J'ai senti que quelque chose en lui cherchait encore une justification, pour une manière de transformer ce qui venait de se passer en malentendu passager. Mais le temps passait, et le malentendu ne se dissipait pas, parce qu'il n'y en avait pas. Quand il a fini par revenir vers moi, ce n'était pas pour s'excuser, c'était pour expliquer. Il parlait de stress, de pression, de responsabilité. Il disait qu'il avait été dépassé. Je l'écoutais sans l'interrompre, mais je percevais clairement ce qui manquait à son discours. La reconnaissance de ce qu'il avait fait. Autour de nous, les autres membres de la famille prenaient position à demi-mot. Certains me disaient que j'avais eu raison de me protéger. D'autres suggéraient que je aurais pu faire preuve de plus de souplesse. La souplesse, encore. Ce mot revenait souvent quand il s'agissait de demander aux femmes de céder. Ma belle fille, elle, s'est murée dans une distance glacée. Elle ne m'écrivait plus directement. Elle passait par des tiers, comme si ma parole était devenue dangereuse. J'ai compris alors que ce qui la dérangeait le plus n'était pas la fermeture du compte, mais la perte de contrôle qu'elle révélait. Les repas familiaux se sont raréfiés. Quand ils avaient lieu, l'atmosphère était étrange, artificielle. On parlait de choses pratiques, jamais de l'essentiel. À sec, les conversations évitaient soigneusement tout ce qui touchait à l'argent, à l'autonomie, à la responsabilité. Le non à dit occupait toute la place. Je regardais cette désagrégation avec une lucidité nouvelle. Je n'étais plus au centre, chargée de maintenir l'équilibre. Chacun devait désormais porter sa part de malaise. Et cela semblait leur peser bien plus que cela ne m'atteignait. Il y a eu des tentatives de culpabilisation. On me disait que je créais une rupture, que je compliquais inutilement les choses, que l'argent ne devait pas passer avant les liens. C'est à là, je répondais calmement que ce n'était pas l'argent qui avait rompu quoi que ce soit, mais la manière dont on m'avait parlé. Mais certains ont compris, d'autres non. J'ai cessé d'expliquer. Je savais désormais que me justifier revenait à remettre en prix débat ce qui ne devait plus l'être. Mes décisions n'étaient plus ouvertes à la négociation affective. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les rôles se sont inversés. Ceux qui parlaient avec assurance auparavant devenaient hésitants. Ceux qui me jugeaient fragile semblaient soudain déstabilisés. La structure implicite de la famille avait changé. Et ce changement mettait chacun face à ses propres contradictions. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui se défaisait. Mais j'ai accepté que certaines relations se transforment. Peut-être définitivement. Cette acceptation n'a pas été facile. Elle a demandé un renoncement réel, celui de l'illusion d'une harmonie à sens unique. Dans cette période, j'ai appris à observer sans intervenir, à laisser les conséquences se déployer. Je n'avais plus à protéger un système qui m'avait rendu invisible. Cette distance, loin de m'isoler, m'a rendu plus stable. Je sentais que quelque chose s'achevait. Pas seulement une phase conflictuelle, mais une manière d'exister dans la famille. Je n'étais plus celle qui comblait, qui compensait, qui absorbait. J'étais devenue quelqu'un avec des limites claires. L'éclatement familial n'était pas une vengeance. C'était une réorganisation forcée par la vérité. Je n'avais rien imposé. J'avais simplement cessé de me taire. Et dans cet espace nouveau, parfois inconfortable, parfois silencieux, je commençais à entrevoir ce que pourrait être l'acido. Suite, une vie où je ne serais plus définie par ce que je donne, mais par ce que je choisis. Cette perspective, encore fragile, portait déjà une promesse. Le nouveau départ n'a pas été spectaculaire. Il ne s'est pas annoncé par un grand changement visible, mais par une série de décisions discrètes, presque modestes. Pourtant, chacune d'elles portait en elle une liberté que je n'avais jamais vraiment connue. J'ai d'abord réorganisé mes journées, sans contrainte extérieure, sans devoir rendre de compte. Je me suis rendu compte à quel point, jusqu'à là, mes horaires, mes déplacements, mes priorités avaient été pensées en fonction des autres. Désormais, je choisissais. Simplement, je me suis installée dans un rythme plus lent. Pas par fatigue, mais par choix. Le matin, je prenais le temps de m'asseoir près de la fenêtre, d'observer la lumière changer. Ce geste anodin avait quelque chose de profondément réparateur.
Personne n'attendait rien de moi à cet instant précis. J'ai redécouvert des plaisirs que j'avais relégués au second plan. La lecture, sans objectif. Les promenades sans itinéraire. Les conversations sans enjeu. Parler avec des inconnus m'apportait une légèreté nouvelle. Et ils ne me connaissaient pas comme mère, ni comme ressource, ni comme soutien financier. Ils me connaissaient comme une femme présente, attentive, capable d'écoute. J'ai aussi appris à vivre avec le silence, un silence différent de celui que j'avais connu auparavant. Ce n'était plus un silence imposé, ni un silence de retenue, c'était un silence choisi. Un espace où je n'avais plus à anticiper les demandes, les reproches, les attentes. Je pensais parfois à mon fils. Les souvenirs revenaient sans prévenir. Des moments simples, des rires anciens. Ces pensées me traversaient sans m'emporter. Je ne cherchais plus à comprendre, ni à réparer. J'acceptais que certaines questions restent sans réponse. Cette acceptation m'a demandé du courage, mais elle m'a libéré d'un poids immense. La notion de pardon est apparue doucement. Pas comme une obligation morale, comme une possibilité. Pardonner ne signifiait pas reprendre le lien tel qu'il était. Cela signifiait peut-être simplement cesser de laisser la blessure, définir chaque souvenir. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé. Mais je n'y revenais plus sans cesse. Le passé cessait progressivement d'occuper toute la place. Il devenait un chapitre, pas le livre entier. J'ai réorganisé mon espace de vie. Peu d'objets, beaucoup de clarté. Chaque chose avait une fonction précise. Cette simplicité m'a appris une chose essentielle. Quand on cesse d'accumuler pour les autres, on commence à vivre pour soi. Certains jours, la solitude se faisait plus présente, mais elle n'était plus angoissante. Elle était calme. Elle me permettait de m'écouter, vraiment. Je comprenais enfin que la solitude choisie n'est pas un abandon, mais une forme de fidélité à soi-même. Je me sentais plus droite. Pas dans une posture de résistance, mais dans un alignement intérieur. Je savais ce que je voulais accepter, et surtout ce que je ne voulais plus jamais tolérer. Et ce nouveau départ n'avait rien d'une revanche. Il n'était pas dirigé contre quelqu'un. Il était orienté vers moi, vers ce que je pouvais encore vivre, ressentir, construire, sans me diminuer. Je n'étais plus définie par ce que je donnais aux autres. Je commençais à me définir par ce que je me permettais. La vie reprenait une texture plus simple, plus vraie. Elle ne promettait pas l'absence de douleur, mais elle offrait quelque chose de plus précieux, la cohérence. Je sentais que la dernière étape approchait. Non pour solder des comptes, mais pour poser un regard définitif sur ce que j'avais traversé, pour donner un sens à ce parcours, sans amertume excessive, sans justification inutile. Je savais désormais que je pouvais avancer sans me retourner sans cesse. Que je pouvais vivre sans me taire pour être aimé. Que je pouvais choisir la paix sans me nier. Et dans cette certitude tranquille, j'étais prête à dire le dernier mot. Je me tiens au genre. Dans un endroit intérieur que je ne connaissais pas. Un lieu sans agitation, sans justification permanente. Quand je regarde en arrière, je ne cherche plus à refaire le film autrement. Je vois les choses telles qu'elles ont été, sans les arranger, sans les noircir davantage. Cette clarté-là m'a coûté, mais elle m'a rendu libre. Je n'ai pas perdu un fils le jour où j'ai fermé le compte commun. J'ai perdu une illusion. Et avec celle qui me faisait croire que donner sans limite protégerait le lien. J'ai appris trop tard que l'amour n'est pas un crédit renouvelable et que la générosité, quand elle n'est pas respectée, devient une faille exploitable. Il m'arrive encore de ressentir une pointe de tristesse. Pas pour l'argent, pas pour la décision. Pour ce moment précis où j'ai compris que mon rôle avait changé sans que je n'en sois informée. Ce moment où l'on cesse d'être une personne pour devenir une charge. Cette blessure-là ne disparaît pas complètement. Elle se transforme. Je ne cherche plus à être comprise par ceux qui n'ont pas voulu entendre. La compréhension n'est pas une dette que l'on peut exiger. Elle naît quand le regard change. Et parfois, ce regard ne change jamais. Accepter cela a été l'une des étapes les plus difficiles. Je pense souvent aux femmes de ma génération. À celles qui ont tenu les comptes, les maisons, les silences. À celles qui ont appris à ne pas déranger, à ne pas demander, à ne pas peser. On leur a dit que c'était de la dignité. On a oublié de leur dire que la dignité ne consiste jamais à sa sac,
effacés. Si je pouvais leur parler aujourd'hui, je ne leur dirais pas de se battre. Je leur dirais de regarder attentivement les signes, les petites phrases, les soupirs, les décisions prises sans elles. Et surtout, de ne pas attendre la phrase de trop pour agir. Quand on vous parle comme à un coup, c'est déjà trop tard pour discuter. Je n'ai pas choisi la loi contre la famille. J'ai choisi la loi pour me tenir droite quand le cadre affectif était devenu instable. La loi ne m'a pas vengée. Elle m'a protégée. Elle m'a permis de poser des limites sans crier, de dire non sans violence, d'exister sans négocier ma valeur. Je n'ai pas fermé le compte commun par colère. Je l'ai fermé par cohérence. Ce geste, si simple en apparence, a été un tournant. Il a mis fin à une confusion. Il a rendu visible ce qui ne l'était plus, mon droit à décider pour moi à même. Aujourd'hui, mes journées sont calmes. Mes choix aussi. Je n'ai plus besoin d'anticiper les demandes, ni de prouver que je mérite d'être là. Je vis avec moins, mais je vis juste. Et cette justesse vaut tous les sacrifices que l'on m'a demandés autrefois. Je sais que certains raconteront cette histoire autrement. Ils diront que j'ai été dur, que j'ai rompu un équilibre. Je les laisse dire. La vérité n'a pas besoin d'être défendue quand elle est alignée avec soi. Elle se tient debout toute seule. Ce parcours m'a appris une chose essentielle. Le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être une attente, une observation, une protection, mais il arrive un moment où le silence doit changer de nature. Chose où il cesse d'être subi pour devenir un choix. Et quand il devient un choix, il devient une force. Je ne me tairai plus pour être aimé. Je ne parlerai plus pour me justifier. Parce que j'ai compris, enfin, que le silence peut aussi être une forme de justice.